ce débat est prévu déjà depuis une dizaine de jours, mais là, avec les derniers développements, on a des informations qui tombent à chaque heure. Il tombe à point nommé, si je puis dire, d'avoir ce débat ici à l'Assemblée sur l'Ukraine, sur la sécurité en Europe. C'est toujours utile d'avoir un débat. Il est regretté que les parlementaires ne voteront pas sur la déclaration du gouvernement. C'est pourtant une possibilité prévue par notre Constitution. Moi, je ne comprends pas le gouvernement qui vient s'exprimer devant l'Assemblée et qui ne se soumet pas au vote de celle-ci. C'est un problème démocratique assez important et d'ailleurs. Quelle question aurait pu poser le gouvernement? La question, elle est pour ou contre soutenir l'Ukraine? Non, c'est pour ou contre sa déclaration. C'est ça que prévoit la Constitution. Il n'y a pas de question que le gouvernement aurait pu poser. Mais toujours est-il que nous ne débattons pas suffisamment de ces questions à l'Assemblée nationale et cela est laissé trop souvent au bon vouloir du président de la République qui décide bien souvent seul dans ces domaines-là. De la même manière, si jamais un jour devait se poser la question de l'envoi de troupes en Ukraine, le Parlement ne se prononcerait que 4 mois après l'envoi de ces troupes. Il y a là un déficit démocratique terrifiant dans notre République. Le ministre des Affaires étrangères ce matin dit jamais le risque d'une guerre sur le continent européen n'a été aussi élevé. Effectivement, c'est des mots que vous comprenez. Vous trouvez que c'est trop fort, que ça inquiète trop les gens, ou c'est la réalité de la situation aujourd'hui? Déjà, il faut relativiser les choses. Les troupes russes sont empêtrées en Ukraine depuis plus de 3 ans. Elles sont encore loin des frontières de l'Union européenne. Mais cela mis à part, ce qu'il faut constater, c'est que font les dirigeants de l'Union européenne, que font les dirigeants français face à cette situation, à part hurler au loup en disant menace existentielle, économie de guerre, etc. Bastien Lachaud, ils sont réunis. Il y a eu un sommet qui s'est tenu à Londres. On en reparlera avec Stéphanie Desclercq. Ils essayent en tout cas de trouver une solution. Mais ils essayent. Mais on est dans une situation où les États-Unis souhaitent se désengager de l'Ukraine, où les États-Unis disent l'OTAN, il faut que vous payiez si vous voulez qu'on vous défende. Et encore, Elon Musk explique qu'il est temps pour les États-Unis de quitter à la fois de l'OTAN et de l'Organisation des Nations Unies. Et face à cela, on nous répond autonomie stratégique européenne. Mais ça fait depuis 2017 que le président Macron parle d'autonomie stratégique européenne. Elle est où ? Où sont les moyens mis en œuvre pour garantir cette autonomie? Peut-être qu'il a eu du mal jusqu'à présent à convaincre les partenaires européens. Mais même dehors des partenaires européens. Prenons l'entreprise Vancorex. L'entreprise Vancorex, elle produit le sel qui sert comme carburant pour la fusée Ariane et pour nos missiles nucléaires. C'est le meilleur sel au monde. Cette entreprise, elle est en liquidation judiciaire. Que fait le gouvernement? Il l'abandonne. Et où allons-nous acheter notre sel? En Allemagne, en Pologne. C'est-à-dire que nous perdons notre propre souveraineté. Et je ne parle même pas des entreprises de défense qui sont fondamentales, qui vendent des pièces pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, pour nos Rafales, et que l'on laisse les Américains acheter. Il n'y a aucune volonté des dirigeants européens de construire une alternative à leur soumission. On reviendra sur cette question de l'économie de guerre. Jérôme Verny, je reviendrai justement sur Donald Trump, mais sur ces accusations, Jean-Michel Diab, on dit économie de guerre, il faut produire en France, et puis on voit que finalement, quand on achète nos armements, on ne les produit pas forcément en France, qu'il y a des usines qui peuvent aussi fermer. Sur ces accusations de la France insoumise, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois entre les discours et les actes sur le terrain? Non, on a eu des réussites. On voit pour la poudre, par exemple, à Bergerac, on a réussi de nouveau à produire de la poudre. On a la production de canons César qui s'est multipliée. En fait, dans beaucoup de secteurs, par contre, parfois, nos industries n'ont pas les capacités d'augmenter leur cadence ou le font trop lentement par rapport à ce que l'on aurait besoin. Donc ça, c'est un sujet, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette logique d'économie de guerre. Oui, mais sur Vancorex, précisément. Alors, Monsieur Jacques. On vous a entendu, Bastien Lachaud. On va pas. Non, mais vous n'êtes pas le journal, Monsieur Lachaud. On fera sur l'économie de guerre, mais on va avancer déjà sur cette question de l'Ukraine. C'est pas un problème pour vous que Vancorex se ferme et que. Bastien Lachaud, je vais reprendre l'interview. Vous savez pas vous tenir en débat. On va continuer. La France a toujours les mêmes méthodes. On va pas parler juste de l'entreprise très spécifiquement. On va parler plus généralement de l'Ukraine et de ce que la France veut y faire. La France insoumise dans toute sa splendeur. Et on y voyait la nécessité d'une réponse européenne. Vous n'avez pas de réponse, c'est votre problème. Cette séquence qui est quand même surréaliste. On a un entretien de président qu'on n'a jamais vu, un degré de violence verbale inouï. Totalement
totalement surréaliste dans l'usage. Mais force est de constater que nous avons vu le vrai visage de Donald Trump qui pense aux intérêts américains. Et lui, il le dit frontalement, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à ce que faisaient les Américains auparavant, si ce n'est qu'ils y mettaient les formes. Mais ce sont les intérêts des États-Unis avant tout. Et c'est bien pour cela que depuis des années à la France Insoumise, nous expliquons que se lier pieds et mains aux États-Unis, c'est se lier aux intérêts états-uniens. Il y a quand même un changement par rapport à Joe Biden. Joe Biden n'a jamais parlé comme ça au président ukrainien. Exactement. Ils ont donné des milliards de dollars. Ils n'ont jamais interrogé la question de lâcher ou pas l'Ukraine. Là, c'est ce que fait clairement Donald Trump. Ils n'ont jamais posé la question de lâcher l'Ukraine parce qu'ils y voyaient, y compris, leurs propres intérêts. La différence entre Trump et Biden, c'est que Trump a un ennemi. Cet ennemi, c'est la Chine. Et que l'objectif de Trump, c'est de couper le lien qui s'est créé entre la Russie et la Chine pour isoler son ennemi principal. Le reste, il s'en fiche. Et les valeurs communes transatlantiques dont se gargarisent les dirigeants de l'Union européenne ou les dirigeants français aujourd'hui, on voit bien que tout cela n'était qu'un écran de fumée. Jean-Michel Jacques, sur ce que nous dit Bastien Lachaud, après tout, c'était pas une surprise. Donald Trump a agi dans l'intérêt des États-Unis. Il fallait pas s'étonner. Ça vous a quand même surpris, cette violence de Donald Trump? Cette violence m'a surpris et m'a même serré le cœur. Et je trouve que c'est vraiment dommage que quelque part, il a trahi l'âme américaine, je pense. Le peuple américain n'est pas comme ça. Et pourtant, ils l'ont élu en sachant un peu vers où il allait aller. Ils l'ont élu sur un programme intérieur, pas extérieur, vous voyez. Et je pense que c'est un autre sujet, là. Et la légitimité que l'Amérique veut en tant que leadership du monde libre, elle l'a perdue ce jour-là, clairement. L'attitude de Donald Trump amène à ce que les autres pays maintenant ne considèrent plus l'Amérique finalement comme le leader dit du monde libre. Et là, c'est que l'Europe doit prendre sa place. Il faut changer de terme. Est-ce que c'est encore notre allié, les États-Unis, avec Trump à sa tête, ou est-ce qu'il faut changer de vocabulaire maintenant, rentrer peut-être dans un rapport de force? C'est notre allié, mais il n'a plus le même aura qu'il a pu avoir dans le passé. Ça, c'est clair, et c'est là que la France et l'Europe deviennent finalement les derniers remparts de ce monde libre, avec des valeurs qui veulent, nous les Européens, nous voulons maintenir le droit international. C'est ce qui fait la différence avec l'administration de Donald Trump, et c'est ce qui fait que nous, les Européens, nous avons maintenant face à nous un devoir important pour l'ensemble de l'Europe, mais aussi pour le monde. L'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité, la Russie aussi, toutes les parties prenantes ont besoin de garanties de sécurité. Mais regardez la situation dans laquelle les dirigeants européens nous ont menés. Ils nous ont expliqué que la seule solution était une victoire militaire. Nous, ça fait depuis le début du conflit qu'on dit il n'y aura pas d'issue militaire, il n'y aura qu'une solution négociée. Et qu'il faut que l'aide que l'on fournit à l'Ukraine permette à l'Ukraine de négocier. Vous non plus, vous ne savez pas vous tenir en débat. Mais une solution négociée au détriment de l'Ukraine? Non, une solution négociée. Et nous devions lui fournir des aides qui lui permettent de négocier dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve à ne même plus pouvoir négocier car ce sont les États-Unis qui vont négocier à sa place. C'est une faillite terrible de 3 ans de guerre menée par l'Union européenne et les dirigeants qui ont refusé systématiquement d'envisager l'idée d'une négociation. Envisager l'idée d'une négociation puisque la Russie n'est pas forcément un partenaire fiable, puisque la Russie est dans des territoires disputés par les Ukrainiens. La Russie n'est pas un partenaire plus ou moins fiable que d'autres. C'est un partenaire et dans les relations internationales, il faut discuter avec les gens qui sont là. C'est pas le monde des bisounours. C'est la relativisation. Mais Jean-Michel Jacques, c'est une façon de relativiser tout. Poutine est pareil que Zelensky. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais Emmanuel Macron l'avait dit à continuer à discuter avec Vladimir Poutine pendant très longtemps. Lui, il avait dit, en fait, il faut continuer à discuter avec lui. Il avait été critiqué pour ça, le président de la République. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas garder un lien avec chaque belligérant, bien entendu, mais dire qu'ils sont tous pareils, je trouve que ça, c'est assez scandaleux. C'est pas ce que j'ai dit. Par la salle des 4 colonnes, et je vous redonne la parole tout de suite. On va retrouver le député droite républicaine Jean-Louis Thiriot au micro de Stéphanie Despierres.
Bonjour, vous allez intervenir au nom du groupe Droite Républicaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat à l'Assemblée ? J'attends que le plus largement possible, la solidarité avec l'Ukraine soit réaffirmée. J'attends surtout que nous disions que face au changement géopolitique qui s'opère, le Parlement, le plus largement possible, est uni pour bâtir une force militaire des pays d'Europe qui soit de nature à assurer la sécurité de notre continent. Entre le chaos et nous, il n'y a que la force de nos volontés. L'heure aujourd'hui est d'avoir la volonté de réarmer l'Europe, la défense française et la défense de nos partenaires européens. Vous avez vu les débats hier au sommet européen. Il semble y avoir un mouvement de volonté de mettre plus d'argent pour la défense au niveau européen, ce que prône Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Est-ce que là, c'est le moment? Est-ce que c'est, comme le dit Emmanuel Macron, minuit moins le quart? C'est minuit moins une. Il est indispensable de le faire, il est indispensable de le faire maintenant. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de temps. On ne peut plus attendre. Ou alors, on s'efface de la scène de l'histoire. Nous sommes dans un monde de carnivores. Il faut arrêter d'être des herbivores. Il y a des logiques impériales à l'œuvre. L'Europe aussi doit se penser comme puissance. Est-ce que la France et l'Europe ont les moyens de rivaliser, en tout cas d'être à la hauteur si les États-Unis se désengagent de l'OTAN, même si on n'en est pas là? Technologiquement, oui. Financièrement, oui, à condition de le vouloir. Ça veut dire faire évoluer nos modèles. Ça veut dire que là où les pays européens mettent grosso modo 2% de leur richesse nationale dans la défense, passer à ce que nous avons fait pendant la guerre froide, c'est-à-dire 3,5 ou 4%. Dans ces conditions-là, on peut remonter en puissance. Ça ne sera pas demain. Essayons de sauver ce qui peut l'être de la relation transatlantique. Mais soyons prêts, parce que l'histoire n'attend pas. Et si aujourd'hui la Russie obtient une capitulation en Ukraine, demain ce seront nos alliés à la frontière est de l'Europe qui seront menacés. Donc après, ce sera nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphanie Arc, la sonnerie retentit. Le débat va commencer d'ici une poignée de minutes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Débat sur l'Ukraine et sur la sécurité en Europe. Géraud Verny, est-ce que la solution c'est l'Europe de la défense? Il y aura une réunion jeudi. Est-ce qu'il faut effectivement que l'Europe se réarme, voire s'arme, pour justement compenser ces États-Unis qui risquent peut-être un jour de quitter l'OTAN? Écoutez, je ne sais pas si l'Europe doit se réarmer, mais en tout cas la France doit le faire. Oui, effectivement. Je me rappelle au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, du président Macron qui nous expliquait que nous étions en économie de guerre. Nous rentrions en économie de guerre. La force est de constater que ce n'est pas le cas. L'effort n'a pas été fait, les industriels de la défense le disent, le constatent, l'effort n'est pas là. Donc oui, cet effort est nécessaire, mais cet effort est nécessaire dans le cadre de ce conflit, mais dans le cadre de tous les conflits. La Russie n'aurait jamais pensé à attaquer l'Ukraine si elle savait que l'Ukraine avait des alliés suffisamment déterminés et puissants pour l'en empêcher. Encore une fois, la défense, civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc une défense forte égale une paix durable. Et c'est pas le contraire. Bastien Lachaud, une Europe de la défense, vous qui critiquiez la dépendance par rapport aux États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, est-ce que c'est au niveau européen qu'il faut être en mesure de riposter un jour, ou en tout cas d'avoir une armée nécessaire pour justement faire peur demain à Vladimir Poutine? Une armée européenne, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de nation européenne. Une armée répond à une nation. Pas de défense européenne pour vous? Mais en fait, qu'est-ce que c'est une défense européenne? On l'a vu dimanche à Londres, une défense européenne dans le cadre de l'OTAN, un pilier européen de l'OTAN soumis aux États-Unis. Tout cela n'a pas de sens. Est-ce que vous avez vu un seul pays européen dénoncer un de ces contrats d'armement avec les États-Unis? 50% des dépenses des pays de l'Union européenne. On est trop dépendant par rapport aux États-Unis sur l'achat. Totalement, on est totalement dépendant. Pas la France, les autres nations européennes sont dépendants de l'achat de matériel de guerre américain, et ils n'ont pas aujourd'hui envoyé le moindre signal qu'ils voulaient que ça change. La France, elle, rappelons quand même les choses. Nous sommes dotés de l'arme nucléaire. Nous avons la dissuasion. Qui va oser venir nous attaquer? Il faut aussi que nos compatriotes aient bien conscience de cela. Mais est-ce que dire on est protégé, nous? Aujourd'hui, il n'y a aucun risque
Oui, mais que le Bastien territoire Lachaud, national français soit envahi. est-ce qu'on peut dire, en fait, on est protégé nous, donc on est bien tranquille, et puis tant pis si ça se passe un peu plus loin, nous, comme on a l'arme nucléaire, on pourra rester bien tranquille. Déjà, disons ça. Après, voyons qui veut faire quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois de nos partenaires, c'est qu'ils ne veulent rien faire d'autre que d'essayer de convaincre les Américains de continuer à jouer le rôle qu'ils jouaient en Europe. Jean-Michel Jacques, c'est vrai qu'on a bien vu qu'Emmanuel Macron, qui parle de trêve, est tout de suite démenti par les Anglais. La France, on a l'arme nucléaire. On est les seuls en Union européenne à l'avoir. D'ailleurs, c'est convoité par d'autres pays qui aimeraient bien qu'on puisse la partager. Sur cette position-là, est-ce que ça suffit pour porter la voix de la France en disant, écoutez, nous, on a l'arme nucléaire, on n'est pas un pays européen comme les autres? Oui, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, nous avons la dissuasion nucléaire, mais nous sommes aussi un pays cadre. C'est-à-dire que nous avons fait un modèle d'armée qui permet d'avoir la capacité de se renseigner de façon autonome. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est pour ça qu'on n'avait pas suivi les Américains pour la première guerre du Golfe, la seconde guerre du Golfe, parce qu'on avait su par nos propres moyens ce qui se passait. Donc la France est un pays cadre qui a son propre moyen de renseignement, d'analyse et d'action. On a des capacités de projection dans le monde matériel, mais nous avons aussi dans le monde immatériel beaucoup de moyens. Je pense à nos cybercombattants. Et tout à l'heure, quand j'entendais M. Lachaud dire « nous ne sommes pas en guerre », c'est faux. Nous sommes déjà sous une forme de guerre. Nous avons la guerre informationnelle qui est sur notre territoire. Nous avons une guerre économique qui est en marche. Et nous devons, si nous voulons que la France puisse garder sa prospérité et sa puissance, eh bien, combattre dès maintenant sur tous ces plans. Mais ça demande beaucoup d'investissement. Jérôme Bernier et Bastien Lachaud, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on nous dit, on entend Emmanuel Macron dire on doit passer en mode économie de guerre. Mais pourquoi c'est pas déjà le cas? Jean-Michel Jacques, ça fait des années ça fait plusieurs mois qu'on nous dit allez, maintenant il faut produire davantage. Là, ça dépend aussi des industries et des industriels eux-mêmes qui, et pour les avoir visités, mettent le pied sur la pédale pour avancer. Mais ça prend du temps. Mais il faut acheter de nouveaux outils. Si vous voulez faire un canon, par exemple, il faut des outils spécifiques. Et donc, le temps d'installer ce matériel, d'amener les compétences, etc., eh bien, ça met un certain temps. Bastien Lachaud, est-ce que vous, si dans le prochain budget, on propose d'aller au-delà sur le budget de la défense, dire, oui, il faut peut-être aller vers 3,5%, est-ce que vous seriez favorable à France Insoumise? Déjà, première chose, je ne crois pas que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Je pense au contraire, pour avoir la paix, il faut préparer la paix, il faut travailler à la construction de la paix, à une économie de paix. À M. Poutine, tout ça. Mais non plus, vous ne savez pas. Avec un peu de fleurs, ça marchera. Je reprends à l'interrogation de Jean-Michel Jacques. C'est vrai que Vladimir Poutine ne donne pas le sentiment d'être un grand pacifique et... Bien sûr, c'est pour ça que nous avons la dissuasion nucléaire. Pour vous, ça suffit, cette dissuasion nucléaire? On n'a pas besoin d'augmenter le budget de la défense à côté. La dissuasion a coûté des centaines de milliards d'euros aux Français depuis sa création. Il faut que ça serve à quelque chose. Vous n'avez pas voté la loi de programmation militaire, monsieur? Non, bien sûr que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous ne sommes très rapidement, parce qu'on va aller en séance, le débat va commencer dans l'hémicycle, messieurs. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont vous envisagez les dépenses. Pour nous, il ne s'agit pas de dépenser plus ou de dépenser moins. Il faut savoir quels sont les objectifs que l'on donne à nos armées. Défendre le territoire national, défendre nos concitoyennes et nos concitoyens partout où ils sont. Eh bien, à partir de ce moment-là, il faut déterminer les moyens justes pour remplir cet objectif et en fonction de là, déterminer le budget. Ça sera notre seul... Augmenter ce budget, vous voteriez? Oui, bien évidemment. Cela étant dit, je me permets, il y a quand même une grande incohérence à France Insoumise parce que vous parlez de l'entreprise Vancorex. En fait, vous pouvez pas d'un côté demander de plus taxer les entreprises, de rajouter des normes sur les entreprises, et puis quand ces entreprises vont mal parce qu'elles sont trop taxées, que le coût du travail est trop, laissez-moi finir, est trop élevé et qu'il y a trop de normes, il faut les sauver. En fait, c'est juste que Arkema leur rachète on a commencé moins cher sur que le coût de fabrication. L'entreprise Vancorex. On finit sur l'entreprise Vancorex. D'ailleurs, LCP suit aussi très attentivement ce dossier. Vous le verrez sur notre écran bientôt. Merci beaucoup, messieurs Bastien Lachaud, Jérôme Bernier et Jean-Michel Jacques de nous avoir accompagnés. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle puisque dans une poignée de secondes, c'est le débat sur l'Ukraine et la sécurité en Europe.